Mesdames et messieurs, bonsoir au Sahaf Torkom. Ce soir, nous allons parler dans cette édition spéciale sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française. Quelles conséquences des résultats de cette première édition de l'élection présidentielle? Comment les Français ont perçu ce premier tour? Nous allons en parler avec un plateau varié ce soir, avec des experts, des journalistes, mais aussi des intervenants de France pour commenter les résultats de ce premier tour. Bien sûr, à ma droite, nous avons le plaisir d'accueillir M. Mohamed Lakhdar Maougal, universitaire et spécialiste des questions françaises. Kamal Alouani, qu'on a l'habitude d'avoir sur Mediapro en parlant des médias en arabe, nous l'accueillons ce soir pour parler justement de l'expérience et du traitement des médias arabes de l'élection présidentielle française. Également, nos deux consultants, Reda Harirash et Faisal Matawi, pour parler de cette élection qui a été remportée depuis quelques heures par Emmanuel Macron au premier tour, suivi de Marine Le Pen. Alors, messieurs, avant de commencer ce débat, première réaction aux derniers résultats. Bien sûr, sans surprise, Emmanuel Macron a remporté le premier tour avec une avancée considérable, plus de 28% des sondages, suivi de Marine Le Pen qui réalise son meilleur score depuis sa participation. C'est sa troisième, je crois. Alors, Monsieur Maougal, quelle appréciation avez-vous de ce premier tour de l'élection présidentielle avec beaucoup de surprises, notamment le recul énorme du PS et de la droite des Républicains? Merci d'abord de m'avoir invité et me donner l'occasion de parler de problèmes qui sont très sérieux, même si l'apparence nous montre que nous avons affaire à ce que les spécialistes du théâtre appellent une sorte de commedia dell'arte. C'est du cinéma et du théâtre composé. Les impressions que j'ai perçues me donnent la chose suivante. La France est en train de débattre de questions qui paraissent fondamentales pour l'Hexagone. Mais en fait, ce n'est qu'un paravent, comme dit le sémiologue Ignacio Ramonet. C'est un paravent pour cacher précisément une situation particulièrement délicate que connaît l'Hexagone actuellement. Et cette situation délicate, elle va s'expliquer par le contexte international dans lequel ces élections se passent. Le contexte international qui s'est aggravé depuis à peu près 1 mois et demi avec l'affaire de la crise ukrainienne. Et il y a un lien très étroit. Je pense que ces élections, et je reviens encore une fois sur l'image de la commedia dell'arte, c'est un vrai spectacle pour occuper les Français, pour qu'ils focalisent leur attention sur ce qui se passe chez eux, alors que les grandes décisions sont prises ailleurs. Kamal Alouani, comment justement est perçue l'élection présidentielle française dans le monde arabe? Aujourd'hui, beaucoup de chaînes, notamment l'Arabia et Al Jazeera, ont fait le direct, le live sur les résultats de l'élection, mais ils n'ont pas fait le même traitement que l'élection présidentielle américaine. Généralement, le traitement de l'élection ou la vie politique française, l'élection présidentielle, se fait d'une manière stéréotypée dans les médias arabes et chez le téléspectateur arabe. On connaît peu de choses sur la vie politique, la vie la France en tant que culture. Dans le monde arabe. Dans le monde arabe, oui. Plutôt dans le Proche-Orient, pas dans le Maghreb. Le Maghreb, c'est un autre cas. Connecté. Mais quand même, on arrive quand même à développer une couverture dans ces médias arabes. Par exemple, on parle de islamophobie, d'immigration, de l'attitude de la République française vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de l'arabe, vis-à-vis de l'immigré nord-africain, tout court. Mais on n'arrive pas à comprendre dans la profondeur ce que c'est que la vie politique française. Connue et aperçue par les Français eux-mêmes. Mais parfois, l'élection présidentielle française, elle est un petit peu, disons, observée par les médias arabes, notamment les visites
des candidats. On se souvient de la visite de Chirac en Palestine et en Israël. On se souvient de Jospin qui a été chassé de la Palestine, justement, des territoires occupés, et qui a été un impact considérable sur les résultats de l'élection présidentielle à l'époque, remportée par Jacques Chirac. Oui, précisément. Et la cote de Jacques Chirac a grimpé grâce à son attitude vis-à-vis des policiers de l'entité sioniste. C'est un autre contexte, mais disons que sa cote Disons qu'on apprécie la culture, la politique arabe de la France. C'est ça. Voilà, c'est mais peut-être le terme. Mais dans les grands traits, mais pas dans la profondeur, pas dans le détail. C'est-à-dire le détail, il est plutôt perçu par le téléspectateur maghrébin, nord-africain, qui arrive quand même, puisqu'on a une immigration en France, qui arrive quand même un certain pourcentage à comprendre ce que c'est que la vie politique française et ce que représente une élection présidentielle française. Voilà. Mais il n'y a plus de politique arabe de la France. Oui, mais ce qu'on a appelé dans le temps, dans les années 80, la politique depuis le départ arabe, de Chirac. La page a été tournée avec Chirac. Avec Chirac, Pour revenir juste commenter un petit peu ce qu'il a dit, mais pour moi, mon point de vue, c'est que la question souverainiste en France est authentique. C'est-à-dire, c'est la guerre en Ukraine qui est venue influencer cette authenticité, ce sujet de débat. Révélé, évoqué largement par Éric Zemmour, le candidat de l'extrême droite. Je ne sais pas s'il est l'extrême droite ou autre chose. De l'extrême droite. De l'extrême droite. Mais je veux dire que la question souverainiste est essentielle dans le débat politique français de nos jours. La guerre en Ukraine est venue juste pour balancer les Français entre souverainisme avec les Américains dans l'Europe ou souverainisme, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas basculer chez les Russes. Et au moment où il n'y a plus de souveraineté. Voilà. Et en même temps, voilà. Voilà, excuse-moi. Alors, Reda Harirash, vous qui êtes un spécialiste de la politique française, comment est perçue justement cette nouvelle composition de la scène politique hexagonale? Comment justement? C'est pas la même. Il y a quand même des changements. On a vu le recul, l'arrivée de Zemmour, le recul du PS, la chute des Républicains et même la montée des Verts et un peu la montée du Parti communiste qui a battu pour la première fois dans une élection présidentielle. Il est venu après le Parti socialiste. Il y a une tentative de recomposition du champ politique français. Je dis bien une tentative parce que l'apparition d'Éric Zemmour devra confirmer si oui ou non il y a une autre droite qui est en cours de naissance actuellement, en plus des Républicains de Pécresse et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Est-ce qu'il y aurait une autre droite qui éventuellement viendrait bousculer les deux autres tendances? Pourquoi? Parce qu'en France, actuellement, ce pays est taraudé par des questions internationales, comme le conflit malien, qui a montré les limites de la diplomatie française, en plus du conflit ukrainien qui interpelle la place de la France en Europe et ses rapports avec l'OTAN. Est-ce que la France est amenée à jouer un rôle encore plus important au sein du Conseil de l'Europe? Et est-ce qu'elle est encore en mesure d'être la locomotive de l'Union européenne? Et enfin, il y a une troisième question qui n'a pas été suffisamment peut-être mise en exergue. C'est une question interne à la France et c'est la question de la Corse. Parce qu'en 2021, lorsque le président Emmanuel Macron a fait voter une loi contre le séparatisme, il ne faisait pas allusion au séparatisme corse ou bien au séparatisme en Nouvelle-Calédonie. Lui, ainsi que d'autres hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, faisaient plutôt allusion à la minorité musulmane, entre guillemets, et qui n'a jamais prôné un quelconque séparatisme
Ouais. Donc, ce sont toutes ces questions-là qui interpellent la classe politique française et qui est actuellement en cours de recomposition. Ce n'est pas fini encore, hein, parce qu'il va y avoir le second tour, mais surtout, il va y avoir les élections parlementaires au mois de juin, et c'est là-bas où on verra si oui ou non il y a eu une redistribution des cartes ou si ce n'est qu'un début. Faisal, comment justement est perçue aujourd'hui l'élection présidentielle française dans le paysage médiatique algérien, sachant que cette année, beaucoup de télévisions n'ont pas fait de longs reportages, n'ont pas fait de sujets importants sur l'élection, mis à part Berber TV qui a eu un petit peu fait le petit scoop en faisant une interview avec Éric Zemmour qui a fait polémique justement. J'aurais aimé que Berber TV ne fasse pas justement cette interview Ouais. qui pour moi est scandaleuse. Elle a fait un communiqué pour justement préciser qu'elle a fait la demande aux 12 candidats que seul Éric Zemmour Évidemment. a répondu à... Oui, mais ils sortent sur toutes les tribunes. Il les a bien utilisés. Oui, pour dire que les Amazirs ou les Berbères, comme ils les appellent, étaient bien intégrés en France et que la France a libéré les Berbères. Donc c'est des expressions qui sont scandaleuses. Et on a vu que les Français ont renvoyé Éric Zemmour chez lui, puisque malgré toute la présence médiatique, malgré tout l'arsenal qui était derrière lui, parce qu'il s'agit bien d'un arsenal de guerre utilisé par la chaîne de Bolloré Team, comme l'appelleraient ses opposants. Bolloré, c'est l'homme d'affaires qui a la chaîne CNews notamment, parce que Éric Zemmour a habité dans les plateaux de cette télévision pendant 2 ans. Il avait 1h30 J'aime bien le terme habité. Et il a vraiment habité. On a fabriqué investi, finalement... je préfère investi. Oui, c'est un investissement. Peut-être que Bolloré voulait aussi aider son ami Macron à être élu. Parce que finalement, comme on l'a déjà souligné au début de la campagne, Tout à fait, oui. C'était Zemmour. Premier numéro de Mediapro, là, absolument. On avait dit que Zemmour était un chauffeur de salle. Effectivement, c'est un chauffeur de salle parce qu'il a divisé le camp de Marine Le Pen. Mais on voit que les idées d'extrême droite sont quand même dominantes, parce que c'est presque 30%. Si on ajoute Zemmour avec Le Pen, c'est 30%. Il y a l'avancée de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, cette fois-ci, je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Elle pourrait faire la surprise le 24 avril parce que ces idées d'extrême droite sont très présentes, aidées par les médias. La deuxième chose, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Reda par rapport à leur composition. Je pense qu'il y a un effondrement de l'échiquier politique français, un effondrement qui a commencé par le Parti socialiste, qui était un grand parti. Pendant très longtemps, il était un grand parti qui a aidé à balancer un peu contre le parti de droite. Et on voit même que même le parti de droite s'est effondré lui-même avec Valérie Pécresse. On voit aussi que la gauche est éparpillée. Parce qu'il y a beaucoup de candidats. Aujourd'hui, tu n'as pas mis de cherche rouge. Non, peut-être, oui, ni gauche ni droite, ni au milieu d'ailleurs. Et donc on a l'impression que le lectorat français est perdu. J'ai suivi un peu les élections aujourd'hui à travers les radios françaises. J'ai écouté beaucoup de Français parler à l'antenne de plusieurs radios, et tout le monde disait nous n'avons pas voté par conviction. Donc les convictions politiques sont mises de côté. Les gens votent par stratégie parce qu'ils pensent que le président Macron, qui n'a pas fait de campagne, ses opposants lui ont reproché ça. Il n'a pas fait de campagne, il a évité les débats. Et certains, pour Valérie Pécresse, il n'a pas fait le débat parce qu'il ne voulait pas faire le bilan de ses 5 ans. Mais il est quand même là face à Marine Le Pen, qui, Pécresse parlait tout à l'heure en disant que le scénario a été écrit à l'avance. Évidemment, on pouvait penser qu'il y aurait ce duo au deuxième tour. Et les médias algériens ne sont pas intéressés peut-être que par lassitude, parce qu'il y avait Éric Zemmour qui dominait le débat, qui aspirait toutes les idées au début avec ses idées racistes et extrémistes, qui ont bien avancé. Anti-algérien. Anti-algérien, anti-musulman, anti-arabe, anti-africain, anti-tout le monde. Hein. Zemmour était contre tout le monde parce que pensant que c'est comme ça qu'il pourrait gagner des voix. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui a un peu mis de côté les élections françaises sur le plan médiatique. C'est l'après-pandémie, pandémie de Covid-19. Tout ça a fait qu'on n'a pas vraiment suivi ces élections côté algérien et même côté maghrébin, malgré les idées qui avaient été véhiculées, notamment les derniers jours de la campagne par Jean-Luc Mélenchon, qui pense que les Algériens pourraient négocier avec les Français, parce que c'est une idée très importante. Par rapport au blé, il pense que l'Algérie achète 68% du blé français et qu'on pourrait renégocier et bloquer les prix des blés parce qu'il y a une crise à cause de l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont de grands producteurs de céréales. Et en contrepartie, on doit renégocier les prix du gaz ou du pétrole. Voilà. Alors, nous avons en direct avec nous de Paris Monsieur Christian Rodriguez, qui est le responsable de relations extérieures du candidat Mélenchon. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Rodriguez? Oui, je vous entends avec beaucoup d'attention. Alors, bonsoir.
Alors, monsieur Rodriguez, le candidat Mélenchon a réalisé un excellent score ce soir en réalisant plus de presque 22% des suffrages. C'est un score inattendu pour le candidat Mélenchon, mais qui s'impose aujourd'hui comme la troisième force importante sur le champ politique français. Écoutez, avant tout, je voudrais vous signaler que dans ce moment, et on est à 22,6%. 22,6%, donc ça augmente. Marie Le Pen, il est à 23%, et Emmanuel Macron à 27,4%. Donc nous n'avons pas encore des résultats définitifs. Ils sont en train de monter les grandes villes. Paris, il n'est pas encore comptabilisé. Lyon, Marseille, Toulouse. Donc il pourrait reprendre la deuxième place de Marine Le Pen. Écoutez, la tortue avance. Ça a été signalé par Jean-Luc Mélenchon. Et nous sommes dans une tortue qui n'est pas encore finie. Donc d'abord, c'est des nouvelles qui viennent de tomber pendant que je préparais l'émission avec vous. D'abord pour saluer le peuple algérien, toujours très très proche de nous, et toujours aussi de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez l'amitié, la longue amitié qui nous unit. Donc, écoutez, je suis dans une expectative. Je pense qu'on va passer jusqu'à tard cette nuit ensemble pour savoir définitivement est-ce que la tortue avance et jusqu'à où elle peut avancer. Alors, est-ce que justement, en attendant les résultats définitifs qui seront peut-être annoncés par le ministère de l'Intérieur français, est-ce que vous prévoyez justement un deuxième tour avec Macron en cas où les chiffres remontent? Évidemment que nous sommes en train depuis le début, on va dans une campagne, on va pour gagner, on ne va pas pour rester deuxième, vous voyez. Et donc, si on passe au deuxième tour, nous allons continuer notre combat d'ici à 15 jours pour essayer de convaincre cet électorat qui est d'une façon très préoccupante. Il arrive quand même à presque 30% des extrêmes droites. Vous savez bien que ce candidat qui s'est appelé Zemmour, il a appelé carrément à créer un ministère de la rémigration. Ça veut dire qu'il s'est tenu surtout à tous les musulmans de les renvoyer dans leur pays. La confusion absolue, c'est une haine totale. Je pense qu'il y a une grande opération de dédiabolisation entreprise par les médias et par la droite, où il y a une colombe blanche qui s'appelle Marine, même, s'appelle plus Le Pen, mais pour toujours, c'est toujours Le Pen et de la famille Le Pen. Et il a apparu cet monstre appelé Zemmour. Donc, vous voyez bien comment on construit des choses dans toute l'Europe qui va vers l'extrême droite. Hongrie, Pologne, la destruction totale d'une certaine gauche dite traditionnelle. Mes amis, les partis socialistes et les partis avec Macron, ça fait 5 ans. Les 2% qui sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont complètement trahi les intérêts de la population. Et la campagne, au-delà des actions internationales, il s'est basé sur l'urgence d'un pouvoir d'achat. Ce pays, il est incompréhensible que la 6e puissance mondiale ait 11 millions de pauvres, 8 millions de chômeurs et plus de 500 personnes dans la rue. Voilà où il est la bataille aujourd'hui, où il est dans les domaines de notre peuple, dans les domaines populaires, où il est à l'hégémonie à se battre. Et pour ce moment, je vous dis, on attend les résultats. Ok, Monsieur Rodriguez, restez avec nous. On va revenir sur justement les résultats, mais aussi comment analyser ces derniers chiffres justement du premier tour de l'élection présidentielle. Monsieur Margal, vous voulez réagir là-dessus? Oui, j'aurais 2 remarques à faire. Une d'abord un peu sur le mode littéraire. Depuis Jean de La Fontaine, la tortue a toujours gagné le lièvre. Tout à fait, oui. Malgré sa vitesse. Absolument. C'est ce qu'il préconise en fait. Absolument, absolument. Oui. La deuxième remarque, c'est le fait effectivement de lier ce qui se passe actuellement. J'avais dit tout à l'heure que c'est une commedia dell'arte, mais les choses sérieuses existent aussi. Les choses sérieuses, c'est quand on observe ces 12 candidats, comment se répartissent-ils? Et quels sont les arrière-plans politiques à partir desquels on peut donner une lecture plus ou moins rationnelle de ce qui se passe? Il n'est pas exclu que dans cette élection,
il y a deux types de candidats. Les 3 premiers, qui sont des poids lourds, qui ont dépassé les 20%, Oui, tout à fait, oui. et il y a les lièvres. Les lièvres. Alors, pour ce qui est des 3, le plus important, ce n'est pas la confrontation entre Marine Le Pen et Macron. Ce qui pose plus de problèmes, ce serait éventuellement la confrontation entre Mélenchon et Macron. Pourquoi? Parce que, après avoir soulevé le problème de l'influence de ce qui se passe en Europe d'une manière générale et de ce qui s'est passé tout dernièrement en Ukraine, on voit que le monde est en train d'être plus ou moins reformaté. Quelle est la place de la France, puisque nous parlons des élections françaises? Quelle est la place de la France sur cet échiquier actuel, attendu que l'Allemagne est rentrée dans les rangs? Depuis le départ de Merkel, l'Allemagne s'est complètement couchée. Il reste que Macron, il a 2 fonctions en même temps qu'il assume. Le fait d'être président de la République française, peut-être qu'il va le devenir encore, et il est président de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Et le 3e point qui reste, c'est le point de friction entre l'Europe et les États-Unis sur la question de l'OTAN et le rôle de l'OTAN. On peut dire qu'avec le départ ou la fin de mission de Merkel, la seule alternative qui reste face aux Américains, face à la mainmise des Américains sur l'OTAN, c'est la France. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est de faire plier le genou à la France, de faire accepter la logique que l'OTAN va passer de manière radicale, nette et précise sous le contrôle américain. Et on le voit maintenant, on le voit à la quantité d'armement qui est vendue, alors que les Américains n'interviennent pas du tout militairement. Il y a le poids aussi des Britanniques. Hein. Oui. Je crois que quand on dit Américains, les Britanniques sont toujours derrière. Oui, quand même. Ça confirme que la question de la souveraineté française, et quand on a ce débat pendant la campagne, qui n'est pas une campagne ordinaire, le débat autour de la République et la France. Et la confusion entre les deux et tout le reste, les questions qui se sont posées, pour dire que la question de la souveraineté, elle est authentique. C'est-à-dire, ce n'est pas Éric Zemmour qui est allé chercher avec son omniprésence dans les médias ce sujet. Ce sujet existe dans la profondeur des Français. Absolument. Les Français se posent cette question. Qui sommes-nous? Quelle identité pour la République? Qui sont les Français? Est-ce qu'on doit rester européen, pro-américain? Est-ce qu'on doit basculer dans le camp russe? Et du côté algérien, moi, ma question qui est très, 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 très simple et très urgente et utile, c'est-à-dire, pour nous autres Algériens, quel interlocuteur français devrions-nous prendre, avoir dans l'avenir? Est-ce qu'on doit tomber dans la facilité, chercher un aspect, chercher un mélenchonisme comme ça, facilement, et aller, encore une fois, composer avec la gauche française? Ou devrions-nous chercher un autre interlocuteur? Devrions-nous diaboliser Macron? On a un président qui a créé un centrisme particulier, et ce centrisme particulier, c'est lui qui a fait monter les extrêmes en France. Les extrêmes, c'est-à-dire l'extrême droite divisée entre Éric Zemmour et Madame Le Pen. Mais l'Algérie, en tant qu'État, parle avec les États. Elle parle Bien sûr. Un chef d'État qui soit de Bien gauche sûr. ou de droite, ça a été toujours la règle de la diplomatie algérienne. Maintenant, pour le souverainisme français, c'est vrai qu'il y a eu ce débat, mais il est porté par l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui demande à la France de quitter l'Union européenne. Et l'Union européenne, maintenant, s'est trouvée en pleine hypocrisie, parce que d'une part, on soutient la guerre de l'Ukraine, enfin, a dévoilé beaucoup de choses, notamment par rapport à l'idée de l'Europe, les Européens qui nous ressemblent. Vous avez vu comment il y a eu des débats, y compris durant la campagne électorale française. Et à ce moment-là, entre parenthèses,
Emmanuel Macron s'est voulu porter, comme l'a souligné le professeur, comme un chef de guerre européen, un chef de file, parce qu'il a tenté d'abord la machine diplomatique, ça n'a pas marché, il est passé donc à l'offensive de type militaire, bien que Macron lui-même disait, avant la guerre en Ukraine, que l'OTAN était mort cérébrale. Absolument. Or, que s'est-il passé pour qu'entre-temps, l'OTAN ait relancé, il redevienne une machine de guerre comme elle a toujours été. Mais en fait, le souverainisme, maintenant, il se pose à toute l'Europe, parce que l'Allemagne, effectivement, on a été étonné de voir l'Allemagne changer de position, sortir de sa neutralité, vendre des armes, pour vendre ou donner des armes aux Ukrainiens. Vendre ou donner, oui. Parce qu'ils ont épuisé tout le dépôt d'armement, selon ce qui a été rapporté par la presse allemande. On a vu la Suède, comment elle a changé d'attitude. On a vu que la Suisse traditionnelle neutralité qui est sortie de sa neutralité. Oui. Donc c'est un défi qui est posé à toute l'Europe. Et l'élection française, je pense que la France est face à des défis parce qu'il y a aussi des points par rapport à l'Afrique, comme l'a souligné Reda. La diplomatie française est en train de perdre beaucoup de points côté africain, parce que les Africains maintenant veulent sortir du franc CFA, veulent repenser leur politique extérieure, veulent beaucoup de choses. C'est des défis européens et africains dans un pays qui, pour la gauche, devrait être multiculturel et pour l'extrême droite, il devrait devenir français républicain. Excuse-moi, juste une réaction à vif par rapport à ce que dit Faisal. Il ne faut pas faire en sorte que le souverainisme soit le monopole de la droite. Oui. C'est faux. Parce que Mélenchon défend le souverainisme. Il défend un souverainisme qui est ouvert sur la coopération internationale, d'égalité. Alors que la souveraineté, la République avant la France. Mais c'est-à-dire la République avant la France. C'est ça le souverainisme de M. Mélenchon. C'est une stratégie de discours et c'est une stratégie électorale. Mais on ne va pas faire la différence. Mais dans le fond, il est souverainiste. Bien sûr, le problème de fond, il est souverainiste. Le problème de fond, il reste souverainiste. Mais il faut éviter, à mon avis, de laisser le monopole du souverainisme qu'à la droite, et à l'extrême droite en plus. Oui, justement, Reda, en parlant... Alors qu'il y a une internationale fasciste. Oui. Oui, Reda, tu voulais intervenir là-dessus. Oui, je voulais intervenir sur un point qui concerne aussi bien la France que les États-Unis et tous les pays européens. C'est que depuis ces dernières années, il y a deux courants, en gros, qui s'affrontent, qui font face. C'est une question existentielle. Nous avons d'un côté un courant mondialiste, partisan donc d'une économie ultralibérale, et qui est représenté par M. Macron. Et il y a un deuxième courant... Oui, et il y a un deuxième courant qui lui tente quand même d'opposer une certaine résistance qui est le courant souverainiste. Donc on le retrouve dans beaucoup de pays européens. Et à l'occasion des élections aux États-Unis, on a vu comment jusqu'à maintenant les États-Unis sont partagés entre les anciens partisans de Trump et les partisans de Biden. Et jusqu'à maintenant, les États-Unis restent divisés. Jusqu'à maintenant, il reste divisé. Et la France, elle subit aussi le contre-coup des élections américaines. Parce que si les États-Unis avaient suivi une autre trajectoire lors des dernières élections, c'est-à-dire si un candidat centriste s'était imposé aux États-Unis avec l'universitaire Bernie Sanders, il y aurait eu peut-être un redressement de l'Occident parce que Bernie Sanders aurait pu fédérer beaucoup de forces au centre, aussi bien à gauche qu'à droite. Il est plus de gauche, Sanders. Davantage de gauche, oui. Mais au sein progressiste, mais au sein de l'électorat populaire américain, beaucoup de partisans de Donald Trump se reconnaissent dans le discours de Bernie Sanders. Ouais. Mais bon, il a été accusé à tort d'être un socialiste et pourquoi pas un communiste. C'est ce qui a toujours, oui. Depuis le macartisme. Depuis le macartisme. Oui, depuis le macartisme. Ce qui fait que ça, c'est un aspect qui est extrêmement important parce qu'au niveau des chefs d'entreprise, par exemple, cette vision, cette dichotomie entre souverainiste et mondialiste, elle a toute son importance. En ce qui concerne l'Algérie, par exemple, pour dire l'Algérie avec qui elle devra composer. L'Algérie, elle a eu une trajectoire qui s'est affirmée depuis 2019, depuis le Hirak, c'est-à-dire beaucoup d'oligarques algériens ont été mis de côté. Donc l'Algérie veut revenir à une politique qui soit un peu plus, je ne dirais pas socialisante, mais elle veut une politique qui soit souverainiste, aussi bien en matière de politique étrangère que une politique qui préserve les acquis sociaux.
Donc de prime abord, elle voudrait davantage aller vers quelqu'un comme Mélenchon que vers un autre parti de l'ultra-droite, que ce soit M. Macron ou Zemmour. Alors, excusez-moi, juste avant de poursuivre le débat, nous allons voir un sujet qui a été justement préparé sur l'impact de l'immigration algérienne sur cette élection présidentielle française, un sujet qui a été réalisé par Safwan Ben Sabri. Et on revient au débat avec nos intervenants à partir de Paris. Les prévisions des sondages n'ont pas été démenties par le dénouement final du premier tour des élections présidentielles françaises. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés respectivement premier et deuxième à l'issue du premier tour. 28% pour le président candidat, largement en tête, talonné à 23% par la chef du Rassemblement national. La campagne de 2022 aura été marquée par un virage à droite dans le discours de plusieurs candidats, notamment l'arrivée en trouble-fête d'Éric Zemmour, qui a polarisé la scène politique en prenant pour bouc émissaire la communauté issue de l'immigration. Quel sera le sort de cette communauté et que peut-elle attendre de l'issue de ce rendez-vous électoral de première importance ? La communauté algérienne en France sera vraisemblablement concernée par le résultat du deuxième tour entre un président candidat qui ne ménage pas la question mémorielle et à qui il arrive de raviver les blessures du passé et une candidate de l'extrême droite traditionnelle dont l'un des axes du parti repose sur le refus de l'immigration. Marine Le Pen a durant plusieurs années misé sur une dédiabolisation de son parti dans l'objectif de faire oublier le sinistre héritage de son père. Une dédiabolisation largement facilitée par l'arrivée d'Éric Zemmour, bien plus radicale dans le paysage politique français. La communauté issue de l'immigration algérienne et maghrébine au sens large pèsera vraisemblablement de son poids dans le résultat final de la présidentielle française. Nombre des citoyens qui la composent ont penché pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. À noter que ce dernier a appelé, je cite, à ne donner aucune voix à Marine Le Pen. Voilà, c'était un sujet de Safwan Ben Sabri. Nous avons en direct avec nous, à partir de Paris, M. Rachid Saïd Garni, journaliste à Euronews, et également M. Boualem Snaoui, chroniqueur au niveau de Africasie. Première question à M. Garni. Est-ce que l'immigration algérienne a joué un rôle justement dans le résultat de cette élection présidentielle en France ? Bonsoir Salim Agar. Bonsoir. Oui, effectivement. Donc, on a bien constaté qu'il y a eu une vraie mobilisation de la communauté maghrébine, on va dire en général, la communauté algérienne aussi, pour Jean-Luc Mélenchon, qui a vraiment fait une grande poussée dans ces élections. Donc, d'ailleurs, les résultats finaux sont pas encore tombés. Donc, les records se resserrent encore entre Mélenchon et Marine Le Pen. Donc, il y a vraiment là actuellement les derniers résultats qui viennent juste de tomber. Donc, montrent une différence de 0,8%. Donc, peut-être qu'il va y avoir une surprise dans les prochaines heures qui vont arriver. C'est ce que disait M. Rodriguez, justement. Il prédisait que M. Mélenchon pourrait intervenir et se positionner à la seconde place. Au second exactement. tour. Et puis tout ça, on peut dire que c'est grâce à cette mobilisation, mais vraiment géante, de la communauté maghrébine, toute la communauté musulmane qui a donné son vote à Jean-Luc Mélenchon, qui était le seul candidat qui n'a pas fait de l'islamisation, de l'immigration le centre de cette campagne électorale. Donc, en quelque sorte, tous les étrangers ici en France, d'origine musulmane, donc ils ont été très choqués, voire très énervés de cette tournure qui a pris cette campagne électorale. Oui. Monsieur Boualem Snaoui, chroniqueur au niveau de Africasie, est-ce que vous considérez que l'émigration, l'électorat d'origine maghrébine, français d'origine maghrébine, a joué un rôle important justement dans le recul du sondage ou des chiffres qui ont été réalisés par Éric Zemmour, qui était crédité de 10% et qui se retrouve à 7%? Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation. D'une part, d'autre part, moi je le vois pas comme étant un vote communautaire, parce que
il n'y a pas de statistiques ethniques et puis le vote est secret et donc moi je le vois pas comme un vote Pourquoi communautaire. justement, Monsieur Snaoui, pourquoi justement il n'y a pas de sondage ou d'estimation ou même de chiffres sur l'électorat d'origine maghrébin ou africain en France? Pourquoi cette diversité, on la retrouve dans les sondages du CSA pour le paysage audiovisuel, mais on ne la retrouve pas dans l'électorat français? Non, mais parce que simplement, on ne peut pas identifier ethniquement ou selon les origines les bulletins de vote. Je veux dire, ça ne peut pas se faire. Pas les bulletins, mais bon. Ce que je veux dire, Les participations, entre autres. Mais attendez, mais laissez-moi finir, je vais vous Oui, expliquer. allez-y, allez-y. Voilà, je vais vous dire, si il y a un vote, je veux dire, massif pour Mélenchon, c'est parce que, évidemment, les classes populaires qui sont d'origine africaine, nord-africaine ou maghrébine sont les plus touchés par l'islamophobie, par le racisme, par je veux dire, les vexations, les insultes, les injures, etc. Donc, celui qui contredit, enfin qui contrecarre un peu le discours ambiant en France, parce qu'il faut savoir que la France, au jour d'aujourd'hui, elle bascule de plus en plus vers l'extrême droite. Macron n'est pas non plus quelqu'un de droite. Ses positions et ses insultes, ses injures à l'égard du peuple algérien ou de la nation algérienne montrent très bien qu'il donne en fait beaucoup de gages à l'extrême droite. Et je parle que de ça, sinon vous pouvez aussi retrouver énormément d'éléments qui font que Macron ancre son discours et sa politique vers l'extrême droite française. Je voudrais juste, si vous me le permettez, rappeler que dans le rapport Benjamin Stora, beaucoup de gens ne le savent pas, qui a été commandé par Macron, Benjamin Stora, dans son rapport, il fait l'éloge de l'OAS, par exemple, mais les gens ne le savent pas. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus. La France est en train de basculer progressivement vers l'extrême droite. Les gens qui disent que Zemmour est venu pour diminuer le nombre de voix de Marine Le Pen se trompent complètement. Zemmour, il est là pour élargir le champ politique de l'extrême droite. Grosso modo, si vous préférez, au jour d'aujourd'hui, effectivement, le vote qui se porte sur Mélenchon, c'est un vote de contestation, c'est un vote de gauche des classes les plus démunies et puis ceux qui veulent un peu de justice sociale, quoi. Merci, Monsieur Boualem Snaoui. Merci. Et d'où la question, jusqu'à quand on va rester dans ce contexte, ce framework, c'est-à-dire le vote de nos émigrés, de l'immigration, c'était tout le temps un vote de contestation, un vote de gauche, un vote de protestation, sinon un vote de refuge. J'aimerais bien qu'on est dans un autre contexte, dans un endroit, dans une position plus confortable que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on doit déduire. Il n'y a pas de statistiques communautaires. Il n'y a pas de statistiques communautaires, mais on doit déduire que vu ce qui s'est passé, il faut être prudent. Excuse-moi Kamal, mais il n'y a pas de statistiques communautaires, mais il y a une statistique partisan. Et ça, le découpage aujourd'hui des chiffres des résultats de premier tour de l'élection présidentielle nous donne un découpage du paysage politique français et des tendances surtout. C'est-à-dire, juste pour terminer un petit mot, c'est-à-dire on doit déduire que effectivement l'immigration, le vote, les voix des immigrés sont parties aujourd'hui chez M. Mélenchon. On peut le penser quand même, mais il faut savoir que la migration, parce que maintenant on parle de migration, a été au centre des débats imposés par l'extrême droite. Les autres courants ont suivi aussi ce débat, alors que les Français, et là je les ai écoutés un peu aujourd'hui parler dans les micros des radios, beaucoup de Français de souche disent qu'on aurait aimé que les candidats parlent du pouvoir d'achat, qui s'est effondré. Il y a 8 millions de pauvres en France. Absolument. Ils auraient voulu parler aussi des questions qui intéressent directement les retraités français. Mais rappelons-nous, pendant l'automne, c'était la question de l'immigration, la souveraineté, la sécurité des Français qui était dans le centre
centre de la Oui, campagne, mais plus tard. Oui. Ça, c'est Zemmour et l'extrême droite qui ont voulu imposer ce débat pour faire oublier les véritables problèmes économiques et sociaux. Parce que ces élections interviennent après le mouvement des Gilets jaunes, qui a été une véritable révolte sociale en France, qui a été minimisée par les débats, par des médias notamment où Zemmour parlait, et le fait que c'est vrai qu'il n'y a pas de statistiques en France sur base ethnique, mais peut-être qu'on pourrait se poser la question, pourquoi il n'y a pas de candidat issu de l'immigration en France, un Algérien, un Marocain, un Tunisien, un Égyptien. Jusqu'à maintenant, tous les candidats, bon, à part Zemmour qui se dit un berbère de confession juive qui a été francisé grâce au décret Crémieux. Mais en fait, pour dire que Mélenchon a eu beaucoup de voix des migrants, et notamment africains, parce qu'il y a beaucoup d'immigration africaine et asiatique, c'est possible parce qu'il a été le seul qui a essayé de tempérer le débat, essayé de rationaliser le débat pour dire que les migrants ne sont pas des ennemis, ils ne sont pas venus envahir la France. Il a même rappelé le rôle des migrants dans la construction de la France après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc, peut-être que dans le futur, vous avez raison, il faudrait sortir de ce vote refuge dont on vote pour la gauche, bien que la gauche est laminée aujourd'hui, la gauche classique, laminée pour nous défendre. Certains parlent aujourd'hui de vote utile en France. On a voté Macron parce qu'on n'a pas, pour que les autres ne nous ont pas vraiment convaincus. Alors, il n'est pas exclu aussi. Il y a un préjugé sur le deuxième tour. Tout ça, ça va être précisément l'objet des débats du deuxième tour. Oui. Les questions nationales, les questions de niveau de vie, les questions de salaire, etc. Mais le premier tour, il a une autre signification. C'est la question de la souveraineté. Quel type de souveraineté ? Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis de relever un peu en disant, attention, la souveraineté n'est pas le monopole de la droite, ni de l'extrême droite. Tout à fait. Parce que c'est une revendication fondamentale aussi dans la gauche. Oui, on peut avoir deux conceptions de la souveraineté. Oui, et c'est pour ça pour dire... Excuse-moi, parce que je réagis à ce que vous avez présenté tout à l'heure en disant avec qui l'Algérie va travailler. Non, vous avez dit, oui, avec qui l'Algérie va travailler. Oui. Et la remarque de Faisal est parfaitement et tout à fait pertinente. Il dit, nous sommes à ce niveau d'analyse dans l'institutionnel. On travaillera, l'Algérie travaillera en tant qu'État avec l'État français. Qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Le problème, comment on va travailler avec ? Est-ce qu'on va se donner les moyens de se préparer pour précisément définir des lignes politiques de fond, des lignes rouges, parce que c'est la situation qui l'exige. Qu'est-ce qu'on peut demander ? Est-ce que, par exemple, je suis un ancien immigré, moi. J'ai vécu 20 ans en France. Bon, je n'étais pas travailleur, j'étais professeur à l'université, ce que notre paire de manche. Mais ce qui m'a toujours posé un problème, et je l'ai dit plusieurs fois, y compris à des amis, des diplomates, j'ai dit, mais qu'est-ce que les Algériens attendent pour créer un lobby ? Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi vous ne créez pas un lobby ? Lobby politique. Mais il faut revenir dans l'histoire, dans les 60 ans passés. Le lobby économique existe. Dans les 60 ans passés, l'Algérie officielle a travaillé par habitude avec la gauche française, la gauche classique. Avec la droite. Oui. Et de nos jours aussi, avec Chirac, les relations étaient très bonnes. Très bonnes avec Chirac. Même le président de la République le reconnaît. Il n'y a pas une seule France, il y a plusieurs France. On doit choisir aujourd'hui avec qui travailler. Il y a l'État français. Oui, Reda. Excusez-moi, la République algérienne avait quand même des leviers, il y a cela 30 ou 40 ans, via par exemple l'amicale des Algériens en Europe. Qui a été active jusqu'en 88-89. Qui était efficace pour c'est elle qui gérer l'immigration algérienne. Voilà, c'est elle qui regroupait l'immigration algérienne et elle servait, c'était une interface entre les immigrés et puis le pouvoir algérien ici. Donc l'Algérie, elle a déjà un schéma qui a été établi. Il ne tient qu'à elle, justement, à mettre en place de nouveaux mécanismes pour pouvoir mobiliser notre communauté qui est à l'ensemble, qui est au niveau aussi bien européen qu'en Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Donc, moi, je pense que le fait marquant quand même, si
Jean-Luc Mélenchon est arrivé aux alentours ce soir de 22%, incontestablement, il a eu le soutien des communautés nord-africaines et de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il a dépassé quand même les résultats des dernières élections de 2017. Tout à fait, oui. Donc ça veut dire qu'il y a un levier entre les mains du pouvoir algérien et même des autres pays du Maghreb pour pouvoir peser sur le devenir de la scène politique française, parce que jusqu'à maintenant, le vote maghrébin, c'était ceux qui ne votaient pas. Or, s'il s'avère, à travers cette percée de Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même revendique des origines nord-africaines, puisqu'il est issu d'origine pied noir du Maroc. Reda, pour partir dans votre sens, il y a 13 millions de Français qui ne sont pas allés voter aujourd'hui. Oui. 26%. Et selon ce qui a été rapporté par les médias français, Seine-Saint-Denis, qui est un quartier de migrants à Paris, c'est un département là où il y a le moins de votants. Et il y a aussi la Haute-Corse, évidemment pour des raisons politiques, et Paris. Est-ce que les migrants algériens, maghrébins votent tous à 100%? Non. Ce n'est pas établi. Est-ce qu'ils votent? Parce qu'il y a aussi des maghrébins qui votent pour l'extrême droite, il faudrait le souligner. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie. Oui, il y en a, c'est très minoritaire, mais il pourrait y avoir aussi une partie qui a voté pour Macron. Pour Macron, pour Pécresse aussi, pour les autres, évidemment, les gens ont le droit d'avoir des idées politiques. Maintenant, pour trancher qu'on dise qu'ils ont tous voté pour Mélenchon, ce n'est pas établi parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Et ça m'étonnerait qu'on aura des informations sur ça, parce que le vote des migrants est généralement pas sensible et pas du tout évoqué par les médias français publiquement. Alors, je voudrais intervenir justement pour parler du rôle des médias dans cette campagne. Aujourd'hui, les médias ont été totalement à côté de la campagne électorale puisque le conflit ukrainien est venu intervenir pour gâcher un petit peu la campagne des candidats et certains ont utilisé, comme Éric Zemmour, les réseaux sociaux pour s'affirmer dans la campagne et d'autres ont été totalement effacés de la campagne électorale. Même le candidat qui est actuellement leader ou premier dans les résultats, M. Emmanuel Macron, n'a pas fait de campagne puisqu'il s'est dit « je ne ferai pas de campagne jusqu'à la fin » parce qu'il était pris par sa position de chef de l'État dans le conflit ukrainien. Parce que tout simplement, ce premier tour... à vrai dire, n'avait pas besoin de campagne. C'est le problème, c'est le deuxième tour. C'est là où il y aura une campagne. Parce que c'est là où... Et vous pensez, M. Maougal, que l'élection n'est pas encore jouée? Pas du tout. Elle n'est pas jouée. Tant qu'on n'a pas les résultats définitifs, y compris pour la deuxième place. Et si aujourd'hui Mélenchon arrive en seconde place, comment vous voyez un petit peu ce deuxième tour? Ça va être un coup de tonnerre dans un ciel serein, parce qu'à ce moment-là, les choses vont profondément changer. On aura d'abord la personnalité de pour la première fois, on aura presque deux candidats presque de gauche, puisque Mélenchon c'est l'extrême gauche. De gauche Macron n'est pas de gauche. Macron n'est pas de gauche, mais il est centriste. Ni de gauche ni de droite. Macron c'est l'homme des multinationales. Oui, mais il est du centre aussi. Il y a le MoDem avec lui. C'est pas parce qu'il a le MoDem avec lui qu'il est du centre. Oui, mais il regroupe le centre. Macron navigue avec un astrolabe bien défini. Ça, c'est une tendance mondiale aussi, dans beaucoup de pays, y compris européens. Les anciennes idées de gauche, les anciennes idées de droite classiques ont pratiquement disparu. C'est comme à l'époque le Parti communiste qui était leader, après il s'est effacé. Le Parti communiste, Fabien Roussel, qui aurait fait une belle campagne, a eu 2,4%. Il a même dépassé le Parti socialiste pour la première fois d'ailleurs. Les deux partis, c'est-à-dire la France des années 90 avec des partis... Il y a beaucoup à dire sur ça. Oui. Il y a beaucoup à dire. Parce qu'il y a des lobbies très puissants qui ont navigué. Alors, puisque vous parlez de lobby, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, Kamel, tu peux participer à cette question, que le lobby de l'argent a joué un rôle caché, presque un rôle discret dans le soutien ou l'accompagnement des candidats? On parle beaucoup de Bolloré qui a soutenu Zemmour et qui a soutenu Macron. Marine Le Pen a aussi ses soutiens financiers, mais aussi Mélenchon qui a certains soutiens financiers
on parle même des Russes, on parle de pas mal de soutien caché, que ce soit financier ou de lobby, comme parlait M. Maougal. Vu l'impact des médias sur l'opinion publique française, oui, les lobbies existent, les médias tendancieux existent. Bien que Mélenchon, c'est quelqu'un qui... Mélenchon et Le Pen, hein, c'est pas des adorés de la télévision française. Mais ils savent bien gérer... leur image. Leur image, on a vu ça avec Mélenchon pendant sa campagne, sa manière... Mélenchon, juste pour vous donner une idée, Mélenchon a animé 12 meetings avec un hologramme en direct. Ça, c'est du jamais vu. Technologiquement, oui, c'est énorme. Et ça coûte cher, les hologrammes. C'était le cas déjà en 2017. Hein. Oui, exactement. D'où la question des lobbies. Les lobbies, ce n'est pas uniquement dans le cliché les lobbies de la droite, mais c'est aussi les lobbies de la gauche. Mélenchon, avec ce spectacle extraordinaire technologique de démonstration, là où il a... Attendez, il va falloir qu'on s'entende sur ce qu'on appelle lobby. Parce que j'ai l'impression que vous insistez beaucoup sur l'aspect économique et financier de lobby. Les lobbies économiques et financiers sont moins dangereux que les lobbies médiatiques. Mais ça va avec. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais généralement, les gens... C'est les milieux qui travaillent les médias. Monsieur Maougal, vous êtes d'accord avec moi que les lobbies de l'argent détiennent les médias? Les lobbies, on a tendance toujours à les présenter sous un aspect négatif. Les lobbies existent dans toutes les élections, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Les lobbies défendent des idées, défendent des projets. Maintenant, un lobby doit être, bien sûr... Ce débat a eu lieu au niveau de la Commission européenne et personnellement j'étais présent à Bruxelles quand ce débat a été posé parce qu'il y a énormément de lobbies à Bruxelles, là où il y a la Commission européenne, etc., pour influencer les lois, pour partager des idées, pour faire passer des idées. C'est un peu normal. C'est un combat qui peut exister dans des institutions, y compris internationales. Maintenant, lorsqu'il y a des lobbies qui sont cachés ou qui utilisent des moyens qui ne sont pas légaux, ou qui veulent faire cesser une idée ou la faire disparaître pour la remplacer par une autre, Zemmour parle du grand remplacement, bien qu'il a tort, là, à ce moment-là, ça devient problématique. Mais c'est une question qui peut exister. Et pourquoi ne pas penser, comme vous l'avez souligné, M. Maougal, à un lobby maghrébin ou africain pour justement essayer d'influencer les choix ou soutenir des candidats pour défendre des projets? Pourquoi pas? Cela n'est pas interdit. Il n'existe pas. Au lieu de reprocher aux autres de faire des lobbies, aux Africains, aux Maghrébins de faire des lobbies. D'accord, mais il n'existe pas ce lobby. En contrepartie, il n'existe pas. Les Algériens, par contre, le lobby puissant qui existe, mais depuis maintenant, vous avez parlé du recul du Parti socialiste et le recul du Parti communiste. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lobbies qui les travaillaient, en particulier le Parti socialiste, c'est le lobby sioniste. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas l'oublier. Le lobby sioniste est revenu, après avoir démoli les éléments de gauche, il est revenu en force avec Sarkozy. Et il y a la doxa. Oui, celle qui gère tout. Eh oui. Les médias français. Tout le monde se soumet à cette doxa. Oui. Et cette doxa, elle n'est pas de droite. Vous avez parlé tout à l'heure, Selim, des voyages officiels. Oui. Il n'y a pas très longtemps, Macron était en Israël. Oui. Pécresse était en Israël. Et quand vous les écoutez, j'ai prêté l'attention à certaines de leurs déclarations, je ne vois pas pourquoi ils s'obligent, si ce n'est par intérêt de lobby, d'évoquer qu'ils ont d'excellents rapports avec l'État israélien. Et qu'ils sont souvent en visite en Israël. Il y a un lobby sioniste très puissant en Europe et particulièrement puissant en France. Et juste pour justifier pourquoi on n'a pas de lobby, les Algériens ou les Maghrébins n'ont pas de lobby, juste un petit mot. C'est-à-dire, ils n'ont pas de lobby parce qu'ils ont ce que je peux considérer comme une mauvaise habitude, c'est de diluer leur potentiel dans la gauche, le contexte de gauche, jusqu'à ce qu'on entende parler avec Zemmour de cette gauche islamiste, c'est-à-dire cette gauche qui sert
comme refuge aux voix des immigrés. Il a le sens de la formule de provocation. Mais ça n'a pas de c'est faux, sens. il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Non, Il a été ça n'existe contesté pas. par les intellectuels français sur cette question. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, absolument. C'est pas un peu pour complexer Ça n'a pas de sens. la gauche qui défend les migrants. Ça n'a pas de C'est sens. classique comme attaque. Hein. Oui. Alors, avant de poursuivre le débat avec nos invités de Paris, je vous laisse regarder ce sujet qui a été réalisé par Sofiane Baroudi, qui va nous rejoindre dans quelques moments après le départ de Faisal Matawi, qui appelait à d'autres événements, sur justement l'élection française entre tension sociale et l'Ukraine. On regarde un sujet réalisé par Sofiane Baroudi. L'élection présidentielle en France revêt un cachet particulier, dans une conjoncture jalonnée de complications. À la crise économique post-pandémie, vient s'ajouter la crise sociale qui voit s'élargir les couches de la population déclassée et grossir les rangs des mécontents et des contestataires. La guerre en Ukraine, qui a fait entrer le vieux continent dans un conflit de haute intensité, et pèse de tout son poids sur l'échéance électorale française. Certains candidats reprochent aux grands médias d'avoir étouffé la campagne électorale et d'avoir favorisé une couverture partiale du conflit ukrainien qui favoriserait de facto le président sortant. Boutcha, Kramatorsk, Mykolaïev ou encore Odessa s'imposent à l'antenne et occultent les enjeux électoraux cruciaux, absents des écrans. Il est vrai que les 12 candidats en lice ont eu accès à un temps médiatique limité en comparaison aux conflits de très haute intensité qui secouent le vieux continent, le faisant basculer dans un nouveau cycle de violence et de crise qui rappelle de sombres souvenirs. À ce propos, la résurgence des courants nationalistes en France, représentés par le Rassemblement national et le camp souverainiste, entre en écho avec le choc des nationalismes en Europe de l'Est, où les bataillons d'Azov, se revendiquant de Bandera, sont soutenus sans concession par l'Occident. La réélection de Viktor Orban en Hongrie a fini par préciser la tendance. Le nationalisme revient en force. Les élections françaises sont aussi une épreuve de force dans une conjoncture marquée par le rétrécissement des libertés, la montée vertigineuse des discours racistes et par une panoplie de lois liberticides. La pénalisation de la solidarité avec le peuple palestinien en est sûrement un des symptômes les plus alarmants. Ainsi, le collectif Palestine vaincra a été dissous par décision du ministère de l'Intérieur. Pendant ce temps-là, les violences policières continuent prioritairement contre certaines populations dans certaines zones urbaines d'exclusion et de réclusion. À ce propos, la mort du prisonnier corse Ivan Colonna n'en finit pas de faire flamber le front sur l'île de Beauté et de menacer le continent d'une effusion de colère. Enfin, ces élections présidentielles vont peut-être révéler le vrai visage de la démocratie à la française, qui croule sous le poids d'une 5e République vieillie, bâtie par l'occultation et le non-dit. Qui soit fait pour gouverner. Voilà, c'était un sujet de Sofiane Baroudi qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Sofiane et merci pour nous rejoindre. Vous êtes un spécialiste justement de la classe politique, notamment de gauche. Aujourd'hui, nous avons vu que l'élection présidentielle française a été un petit peu perturbée par la guerre en Ukraine. Nous avons avec nous Christian Rodriguez. Monsieur Rodriguez, vous êtes toujours avec nous? Oui, je vous écoute. Alors, Monsieur Rodriguez, quel impact a justement la guerre en Ukraine sur la campagne électorale de M. Mélenchon, sachant que les positions de M. Mélenchon concernant le conflit en Ukraine a été plutôt du côté favorable du côté russe? Écoutez, pas seulement. Non. Pas seulement. Bon, oui, pas ça. Je dirais plusieurs choses. Hein. D'abord, les conflits internationaux. Ça fait 14 ans que Mélenchon a averti sur la situation en Ukraine. Personne n'a écouté. Et notre position, il a été très claire. Ni les Russes à l'intérieur de l'Ukraine, ni les États-Unis à la frontière avec l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine. Ça fait longtemps qu'on a dit, et aujourd'hui, bien sûr, il y a eu quelques intérêts et quelques candidats qui sont cherchés à dire que Jean-Luc Mélenchon, il était pro-poutiniste. Nous sommes non alignés, nous disons ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine, nous voulons être non alignés, nous voulons reprendre la place de la France à niveau international que Macron il a complètement vendu à l'atlantisme américain.
Sur le plan politique, M. Rodriguez, quel impact a justement ce conflit dans la campagne de l'élection présidentielle en France? Je vois que c'est plutôt pour le Parti socialiste, Anne Hidalgo, qu'il a eu un gros succès avec 2% de population parce que sa campagne il a été axée pour dire Mélenchon ami des dictateurs, Mélenchon ami des Venezuela, Mélenchon ami de la Syrie, etc., etc. Il a passé son temps à la place de s'intéresser à faire une politique de gauche, il passait son temps et Anne Hidalgo a tapé sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà les résultats qu'il a eu, moins de 2%. Donc je pense que c'est ça le résultat politique. Justement, avec ce chiffre, est-ce que vous considérez que le Parti socialiste est pratiquement fini? Il est complètement effondré. Effondré? Effondré parce que, regardez, j'ai écouté ici des choses un peu que je ne suis pas tout à fait d'accord. Macron, c'est le président de l'oligarchie, ce n'est pas un mec du centre. Qui a dit ça? Ça, c'est le discours qu'il nous a vendu l'année 2017. Mais comment c'est quoi être des centres, les modems, c'est quoi les modems? Être des centres, c'est misérablement mettre son peuple à souffrir? Est-ce que c'est une politique des centres, ça? 11 millions de personnes en train de passer des nuits, des fins, des chômages, etc. Non, attendez, Macron, c'est un candidat de l'oligarchie, ça, je le soutiens. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est une longue construction pour arriver à nouveau. Il les manque que nous voler les retraites, il nous manque que nous voler l'éducation, privatiser la santé. Donc, il va rester 5 ans pour ces projets. Après, ils vont partir tranquillement. Tant qu'il n'aura pas Mélenchon, ces pays, ils veulent le vendre partout. Pas seulement à les Français, mais à qui ils veulent acheter. Ils ont fait ça en Amérique latine, ils ont fait ça partout. Donc, ce sont des vrais rapaces. C'est face à ça que ça. Si les rapaces aujourd'hui sont des centres, vous me donnez une bonne information. Monsieur Rodriguez, Monsieur Mélenchon, dans son discours justement après les résultats, il a déclaré ne votez pas Marine Le Pen. Il ne voulait pas déclarer officiellement à ses électeurs de voter ou appeler à ses électeurs à voter Emmanuel Macron. Écoutez, nous avons dit pas une seule voix pour l'extrême droite. Oui, donc c'est clair. Indirectement pour Macron. Mais nous devons consulter les 380 000 personnes qui sont signées pour Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas des moutons, hein. Chacun, on est des vieux routards de la politique et on a nos idées à nous et on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas Mélenchon qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il nous a dit très clairement une chose, pas une seule vote à l'extrême droite. Quelles sont vos chances si vous êtes au deuxième tour, si les chiffres s'inversent? Ah, qu'est-ce qu'on attend pendant que je vous attends là? Il y a encore des informations qui remontent. Les 34% de la population, 34% Mélenchon entre les 18 et 24 ans. 26 Macron, 17% Le Pen. Le Pen, il est populaire chez qui? Si les 34% des jeunes, si Mélenchon, arrive à 34% dans ce moment, entre les jeunes de 18 ans à 24 ans. Donc on a des futurs encore. Si la jeunesse il bouge, si la jeunesse se bat contre le fascisme, je pense que ni Macron, ni Marine Le Pen, ils ont un avenir dans ce pays. Et concernant les étrangers, concernant les Algériens, ces peuples amis qui on respecte complètement et tout sa lutte pour l'indépendance, et ici, il n'y a pas de chiffres et de statistiques ethniques. Ce que nous savons, que les Franco-Algériens, ils adorent la France, ils adorent l'Algérie, ils ont fait le choix de voter pour Mélenchon parce qu'il a eu une persécution autour de leur religion. C'est pas possible que ces pays, ils fassent des musulmans les têtes des moutons à tuer. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Monsieur Christian Rodriguez. Je rappelle que vous êtes. Bonne chance. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable des relations extérieures du candidat Mélenchon. Sofiane, pour revenir un petit peu à votre sujet que vous avez présenté tout à l'heure, est-ce que réellement la campagne ou le conflit en Ukraine et la crise en Corse a perturbé les candidats, sachant qu'il n'y a pas eu de débat réel entre candidats avant justement le deuxième tour, et les médias ont été totalement, hier je regardais par exemple BFM TV et CNews,
ils étaient branchés sur l'Ukraine. Et pas à la veille de l'élection, ils n'étaient pas branchés sur l'élection présidentielle. Écoutez, c'est certains candidats eux-mêmes qui le crient ou alors qui dénoncent le fait que cette campagne électorale a vu une prégnance de l'actualité de la guerre en Ukraine, mais aussi plus globalement une prégnance de la donne géopolitique qui est très complexe sur beaucoup de sphères qui concernent l'action de la France. D'ailleurs, le mandat d'Emmanuel Macron les 5 dernières années ont été un peu le mandat, si vous voulez, de l'affaiblissement géopolitique de la France sur plusieurs théâtres. On va citer peut-être l'exemple du Mali où l'ambassadeur de France a été expulsé et la force Barkhane a été obligée de plier bagage après une intervention qui a duré on a fermé les médias France 24 et RFI. Exactement. Et il y a aussi la guerre en Ukraine où les médias français et même l'État français sont directement belligérants et soutiennent un camp contre un autre, c'est-à-dire le camp de Kiev et le camp ukrainien. Il y a aussi, par exemple, le Moyen-Orient. J'ai parlé dans mon sujet de l'interdiction du plus grand collectif de soutien à la Palestine, qui est le collectif Palestine Vaincra, qui a été dissous administrativement, sans même passer par la justice. Ce qui constitue un fait de répression assez important et qui rappelle aussi que les positions de la France sur le conflit au Proche-Orient ne sont pas, si vous voulez, les positions par exemple de l'Union européenne qui plaide toujours pour une solution à 2 États. Macron, la France ou l'État français soutiennent corps et âme le système d'apartheid sioniste qui tue les Palestiniens tous les jours, on le voit encore aujourd'hui. Il y a aussi la crise en Corse, après le meurtre ou alors après la mort d'Ivan Colonna, dont l'affaire était déjà une complication, un peu une épine dans le pied de la Ve République, et dont la résurgence juste avant la campagne électorale a été vraiment une source de complications supplémentaires. Même Macron a été obligé de reconnaître à demi-mot qu'il accorderait le statut d'autonomie à la Corse, qui a fait jaser beaucoup dans les milieux politiques français, notamment dans les milieux de droite. Et donc, la donne géopolitique qui est très complexe en Méditerranée, en Europe et sur d'autres théâtres, s'est invitée, on va dire, a été le trouble fait de cette campagne électorale et a empêché véritablement, par exemple, de parler des vrais problèmes de la crise économique, notamment qui est une crise économique strangulante après la pandémie de Covid-19, et aussi des différentes crises sociales, et par exemple aussi du problème de l'islamophobie qui, selon tous les spécialistes en France, commence à devenir vraiment, si vous voulez, très alarmant. Alors, Reda, je voudrais revenir un petit peu avec toi concernant la classe politique française. Il y a une recomposition de la classe politique française, mais on sent qu'il y a une crise de leader. Mis à part Mélenchon, qui est considéré comme un leader dans la gauche et notamment dans la France insoumise, Marine Le Pen, qui est une leader depuis 3 élections, Emmanuel Macron depuis 2017, Valérie Pécresse a été la seule qui a eu le courage de diriger les Républicains, qui est considéré comme un énorme parti qui a fabriqué beaucoup de présidents, Chirac, Pompidou, même De Gaulle. Donc, c'est un parti qui a perdu depuis la chute de Sarkozy, et surtout l'affaire Fillon. C'est un parti qui ne se retrouve plus dans la classe politique. Aujourd'hui, pourtant, ils ont des cadres importants dans les Républicains. Pourquoi ils ont mis Valérie Pécresse, sachant que souvent, les femmes politiques françaises sont écartées de l'élection présidentielle. On se souvient d'Édith Cresson, qui était Premier ministre, qui a été pratiquement chassée du gouvernement parce qu'elle était une femme politique. Oui, parce qu'il y a une crise de leadership au sein des directions politiques en France. Et l'actuelle patronne donc, des Républicains est considérée comme étant probablement la candidate de compromis, parce qu'il y avait des divergences entre les chefs de ces partis-là, et donc ils se sont rabattus sur Valérie Pécresse, qui a été une candidate de compromis. Mais il y a un autre problème de fond, c'est que... Mais on pouvait choisir par exemple Xavier Bertrand. Pourquoi on n'a pas opté pour Xavier Bertrand, par exemple? C'est parce que, apparemment, manifestement, ce n'était pas le chouchou de Nicolas Sarkozy. Voilà, le problème, il est là. Il est là. Il faut être adoubé par celui Valérie qui nous a Pécresse, précédés. elle est chargée de mission pour couler le... Exactement. Ils auraient pu, par exemple, faire appel à quelqu'un comme l'ancien Premier ministre de Villepin. De Villepin, oui. De Villepin, mais est-ce que Nicolas... De Villepin, qui est un éternel ennemi de Sarkozy. De Sarkozy, c'est ça le problème. Donc la crise, c'est une crise de leadership entre hommes, et ils se sont rabattus sur Valérie Pécresse au niveau de la direction
pour trouver un candidat de compromis. Le seul qui a l'envergure d'être véritablement un homme d'État, c'est, en dehors de Macron, puisque c'est le président de la République, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon qui a cette envergure-là, et c'est pas pour rien que un certain nombre de Français se sont rendus compte au fur et à mesure que la campagne électorale se déroule que Mélenchon pourrait être un président qui pourrait donner de la voix à la France aussi bien en Europe que dans le reste du monde, d'où son ascension fulgurante. Ces derniers jours, il est passé de 10-11% à ce soir 22,3 ou 4%, et on ne sait pas si ça va continuer. Et à un moment donné, il était même dépassé par Zemmour. Hein. Oui, ils ont compris que... Et par Pécresse. Oui, les Français ont compris, notamment au moment de la crise ukrainienne, que la France, elle avait besoin d'un leader qui soit respecté et dont la voix soit portée un peu partout dans le monde, aussi bien en Afrique qu'en Europe ou vis-à-vis du partenaire américain. Alors pourquoi cette crise de leadership? C'est parce que la génération qui est issue de la Seconde Guerre mondiale s'est éteinte quasiment. Donc cette légitimité qui était liée à la résistance et à la libération de 1945, tous ces hommes et toutes ces femmes ont disparu maintenant. Et maintenant, il faut véritablement une légitimité démocratique, mais qui s'appuie sur un contexte économique et géopolitique très tendu. C'est pas évident. Mais je voulais également revenir sur un autre point qui concerne le centrisme en France. Oui. Parce qu'on dit Macron, c'est le candidat. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État centriste s'impose en France. Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, s'est imposé au détriment de la droite gaulliste et du socialiste. Voilà. Il s'est imposé, c'est un homme du centre, et c'est lui qui va quasiment orienter la politique économique française vers ce qui en deviendra par la suite. Maintenant, par exemple, il y a une question dont on ne parle pas suffisamment, mais qui est très importante, c'est celle de l'endettement. En 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing est adoubé par ses pairs, l'économie française n'avait plus le droit de contracter de prêts auprès de la Banque de France. À partir de ce moment-là, il y a toute une spirale d'endettement qui s'est mise en place et qui fait que chaque année, la France est obligée de payer plusieurs dizaines de milliards d'euros pour satisfaire cette dette extérieure-là. Donc Valéry Giscard d'Estaing était un homme du centre, et il a mené une politique qui avait, à l'époque, c'était quand même dans un contexte assez novateur, parce qu'on était dans une période où le progressisme avait une certaine valeur, et ça s'est fait dans le cadre de la détente suite à la fin de la guerre du Vietnam. Alors que maintenant, avec le conflit ukrainien, on est exactement dans la pente inverse. Voilà. Voilà. Moi, excusez-moi, je voudrais revenir un petit peu sur Paris avec M. Rachid Saïd Gherne. Vous êtes avec nous, M. Gherne? Oui. Alors, moi, je voudrais... vous êtes à Paris, aux côtés de vos amis et de vos proches. Quel sentiment, aujourd'hui, les Algériens et les Franco-Algériens ont de résultat du premier tour de cette élection? Sincèrement, les échos que je viens d'avoir dans mon entourage, c'est que les gens attendent là les résultats. Avec Mélenchon. Avec Mélenchon. Est-ce que Mélenchon va réellement passer au second tour ou pas? Et donc la question qui se pose par la suite, si on va avoir un duel Mélenchon-Macron. Donc, est-ce que Mélenchon pourrait gagner cette élection? Ou ça va être comme les 5 ans passés, encore 5 années avec Emmanuel Macron. Dans le deuxième temps, donc si on a Marine Le Pen et Emmanuel Macron, donc le choix est fait. Donc ça veut dire que tout le monde va donner encore le choix pour Emmanuel Macron pour 5 ans en plus. Mais au-delà de ça, est-ce que justement le duel Mélenchon et Macron ne va pas changer les données de l'élection présidentielle en France? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la balance des poids politiques va changer.
Ce n'est plus la droite contre la gauche ou la droite contre l'extrême droite, c'est plutôt la gauche contre le centre. Sincèrement, Salim, on peut dire que ce duel, on va dire, la droite et la gauche, ça fait depuis 10 ans, il n'existe plus, il n'existe quasiment plus depuis François Hollande. Donc là, aujourd'hui, on a tendance à jouer entre l'extrême droite et puis le centre. La droite, donc Macron, on ne sait pas trop s'il est du centre, s'il est de la droite, s'il est de la droite, de la gauche. Donc, il se positionne en fonction des enjeux politiques aujourd'hui. Donc, sincèrement, personne ne le sait dans quel bord est-il Macron. Oui. Donc là, aujourd'hui, ce schéma, on va dire, politique de la droite et de la gauche, donc la gauche, comme vous avez cité, donc c'est l'explosion. Ça n'existe plus la gauche aujourd'hui. Quand on voit Anne Hidalgo ce qu'elle a fait comme score, donc du coup, ça n'existe plus la gauche. Cette gauche historique qui a toujours fait le succès de la politique française, on va dire. Donc aujourd'hui, je pense que pour le deuxième tour, la question va se poser. Duel Mélenchon-Macron. Est-ce que Mélenchon aujourd'hui, il peut avoir cette chance de devenir président? En plus, il avait annoncé que c'est sa dernière campagne, c'est sa dernière élection. Et puis dans le deuxième camp, donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc ça, le jeu est fait déjà, donc ça va être Emmanuel Macron. Merci Monsieur Ghani. Je voudrais revenir un petit peu à Boualem Snaoui, chroniqueur pour Africasie. Monsieur Snaoui, est-ce que vous considérez que Emmanuel Macron a fait une campagne de tout repos, puisqu'il n'a pas participé un petit peu au débat politique, il se retrouve tout logiquement premier dans ses résultats, et s'apprête à reprendre le second mandat, à prendre le second mandat. Comment vous analysez cela? Écoutez, tout le monde a vu, tout le monde, je veux dire, j'invente rien, il n'y a pas eu de campagne électorale en France. Tout à fait, oui. Il n'y a pas eu de campagne électorale. Elle a été plutôt effacée. Lui surtout, mais les autres non plus. Il y a un petit peu Jean-Luc Mélenchon qui a fait quelques meetings, mais sinon, je veux dire, globalement, lorsque vous prenez les campagnes électorales depuis la troisième et même la Troisième République jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de campagne électorale, on n'a pas eu de débat, on n'a pas eu d'échange. Il y a toujours eu des débats sur des plateaux avec plein de candidats. Monsieur Snaoui, il y a eu un débat avant la campagne entre Mélenchon et Zemmour. Oui, non, je veux dire avec tous les candidats. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, bon, je vais faire une boutade. Mélenchon avait soutenu Zemmour en 2011 quand il avait eu un problème de procès. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Il y avait aussi d'autres personnages politiques de gauche qui avaient soutenu à l'époque Zemmour. Mais enfin bref, ceci dit, il n'y a pas eu de campagne électorale en France. Voilà. Maintenant, le constat depuis les dernières élections de 2017, c'est que effectivement les partis politiques, il n'y a pas que le PS, tous les partis politiques disparaissent au profit de mouvements ou de personnes. Voilà. Mélenchon n'est pas à la tête d'un parti politique, il est à la tête d'un mouvement politique. Tout à fait. Voilà. Je veux dire, Macron, il n'a pas de parti politique, il est arrivé à 8 mois d'une élection, on l'a sorti du chapeau, hop, il est devenu président. Mais Zemmour, la même chose. Enfin, aujourd'hui, les partis politiques sont en train de disparaître. Ce n'est pas un problème de gauche ou de droite. Non, les valeurs, elles sont là. Mélenchon n'est pas quelqu'un qui prône la destruction des services publics. Macron, c'est quelqu'un qui prône la destruction des services publics, que ce soit la santé, l'éducation, le logement, etc. Et puis, je ne parle même pas de ses conseillers américains ou autres qui l'orientent sur la privatisation de tout ce qui est secteur public, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un du centre, c'est quelqu'un de droite, et avec ses propos, vous le disiez tout à l'heure, il est allié, je veux dire, au dernier colon sur terre, c'est-à-dire Israël et le Maroc. Bon, ce n'est pas quelqu'un qui est du centre. Il change pas la politique de la France. Je veux dire, le drame qui va arriver,
c'est que on va avoir des crises politiques incessantes parce que ce soit avec Macron ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, la crise politique est là. Merci Maintenant, oui. c'est comment trouver une solution pour effectivement sortir de cette situation de tension permanente. Il n'y a pas qu'avec les gilets jaunes, hein. On n'en parle pas dans les médias parce que bon, il y a des sujets qui sont un peu qu'on n'évoque pas, mais le chômage augmente, le nombre nombre de jeunes qui ne trouvent pas d'école, le nombre de jeunes qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement, et j'en passe, les étudiants qui font la queue pour manger, les femmes qui sont dans la rue avec des enfants. Il y a une situation sociale très très grave en France. Donc, quelle est la solution? Bon, il n'y aura pas de composition ou d'équilibre des pouvoirs, c'est clair. Et lorsque vous regardez l'échiquier un petit peu politique, on voit que ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui en France sont les minoritaires dans les élections. En gros, vous prenez les résultats de ce soir, vous voyez que la droite qui tient le Sénat, qui est majoritaire au Sénat, elle a 7%, je crois. Hein. Voilà, alors que c'est elle qui tient le Sénat. Vous prenez l'Assemblée nationale qui est tenue par la République en marche, elle est majoritaire effectivement, mais elle n'est pas au Sénat et elle n'a aucune municipalité. Elle ne tient aucun pouvoir local. Donc c'est très compliqué, c'est une situation complexe qui, à mon avis, va engendrer des crises. Et pour cela, c'est pour ça que l'Algérie est directement concernée. Je terminerai sur ça. Merci. Voilà, je terminerai sur ça parce que, en fait, toute la France a réussi à construire une espèce d'unité pour chercher à vivre sur des conflits extérieurs. C'est pour ça que vous allez trouver toute la gauche. Je ne sais pas si M. Rodriguez est là. Il est peut-être reparti. Il est parti, oui. Ah, dommage, parce que j'aurais pu un peu lui faire passer. Avec lui. Non, mais lui dire, par exemple, que les berbéristes du MAC, ils sont dans l'AFI. Voilà. Que, par exemple, il y a des courants réactionnaires qui ont infiltré toute la gauche française. Et que, par exemple, là, il y a et c'est ça qui est inquiétant, c'est que on a une espèce de fronde et d'unité pour des conflits extérieurs. Et l'Algérie est directement visée parce que les tensions extérieures nourrissent un peu la politique intérieure française, au fait, pour chercher à trouver d'autres sujets, comme on l'a vu dans la presse, audiovisuelle, etc., un bouc émissaire. Et c'est tout trouvé, surtout avec l'Algérie, quoi. Voilà. C'est pour ça que l'Algérie est directement liée, directement concernée par ce qui se passe ici. Et non pas le contraire, d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Snaoui. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage et bonne soirée à vous, parce que demain, je travaille très tôt, quoi. Voilà. Restez branchés sur Al24 News. Merci. Merci. Oui, je ne manquerai pas. Au revoir à vous. Merci. Je voulais juste commencer. Oui, Kamal. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème se pose clairement. Il y a un problème de partis politiques qui n'ont plus les carriéristes des partis politiques. C'est pour ça qu'il y a un problème de leadership, c'est-à-dire le personnel carriériste n'est plus crédible aux yeux de l'opinion publique française, les partis politiques eux-mêmes et le clivage gauche-droite. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus dans les médias français de l'offre électorale. Est-ce que cette offre électorale est intéressante ou non? Est-ce qu'il est substantiel ou juste ce que l'opinion publique française est habituée à avoir pendant les campagnes électorales, c'est-à-dire des hommes politiques qui parlent pouvoir d'achat, qui font des promesses et une fois arrivés au pouvoir, ils oublient tout. C'est pour ça que l'opinion publique française était très intéressée pendant l'automne, avant la crise ukrainienne, était intéressée par l'histoire, par la question de souveraineté, par l'immigration, la sécurité,
Et bien sûr, le pouvoir d'achat s'est imposé en urgence après la crise ukrainienne. Et l'impact de cette crise sur le pouvoir d'achat des Français, les prix du pétrole, du gaz et l'inflation, etc. Mais l'offre électorale est très importante pour l'opinion publique française et d'où on peut commencer à parler, pourquoi tout ce taux record d'abstention dans ces élections françaises. Monsieur Maugal, vous voulez rajouter quelque chose sur justement je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut distinguer entre le premier tour et le deuxième tour. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. C'est la spécificité et même du système. Maintenant, on n'est pas encore sûr. Parce qu'il y a un changement radical. On n'est pas encore sûr, justement, d'un second tour. Peu importe. Oui. Pourquoi? Parce que le premier tour, c'est un tour sélectif dans lequel interviennent fondamentalement les lobbies. Le deuxième tour, ce sont les questions nationales. C'est la question de la gestion de la société. Ce qui pose d'autres problèmes. C'est pour ça que l'hypothèse tout à l'heure de peut-être un retour de Mélenchon, qui n'est pas à exclure, serait intéressante. Pourquoi? Parce que on voit que la candidature de Mélenchon est une candidature républicaine. Elle émane de la décision interne à la société française. Alors que la candidature de Macron, déjà la première, elle était exogène. Ce sont les multinationales qui l'ont imposée. Et qui continuent et qui veulent continuer à l'imposer. Donc, s'il y a cette perspective, on va aller vers des choses intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une réserve de voix. Il y a 13 millions de gens qui n'ont pas voté et qui peuvent être mobilisés. Donc ça change totalement la donne. Si en plus, à la faveur de ce qui s'est passé en Ukraine, les Français finiront un jour ou l'autre rapidement par prendre conscience que c'est la souveraineté de leur pays qui est en jeu, il est possible que les deux facteurs de la revendication de la souveraineté et la régulation de la vie économique et sociale risquent de profiter à Mélenchon. Mais est-ce que vous considérez, M. Maugal, que si Mélenchon arrive au second tour avec M. Macron, est-ce que... C'est jouable. C'est jouable, mais ça veut dire que même Marine Le Pen peut jouer sur Macron? Non. Non. Vous êtes sûr? Je suis pratiquement sûr. Elle va jouer, à mon avis, désolé d'interrompre, mais justement, moi je pense qu'il y a un problème d'atomisation des camps politiques classiques en France, de la droite et de la gauche. Mais il y a un phénomène de résurgence des courants radicaux. Parce que maintenant, il y a 3 candidats qui ont dépassé les 20%. Si l'un des candidats arrive au second tour avec Macron, il y a le troisième qui peut basculer ces 20% de voix sur le leader. Par exemple, Mélenchon a voté indirectement Macron. Il y aura un poids déterminant s'il appelle à voter. Mais si, dans la logique des choses, si on maintient ce qui avait été dit auparavant, il n'est pas exclu que dans un second tour, si Mélenchon est en face de Macron, la droite et une partie de l'extrême droite pourrait voter pour Mélenchon. Sur les questions souverainistes, sur les questions anti-européistes, par exemple. Je rejoins aussi M. Maugal sur un autre point, c'est sur le fait que dans le cas où il y a un duel entre Mélenchon et Macron au deuxième tour, il y a cet état d'esprit qui règne actuellement en France et qui est le dégagisme. Exactement. Et le dégagisme fait que même des gens qui sont issus de la droite populaire, ils se reconnaissent pleinement dans le discours de Mélenchon. Absolument. En fait, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Il ne faut pas oublier que jadis, beaucoup de gens qui votaient pour le Parti communiste votent pour le Front National, ont voté pour le Front National par la suite. C'est vrai. Donc un retour d'ascenseur n'est pas impossible entre Mélenchon et Macron. Et c'est pour ça que par rapport à Macron, ce soir, son adversaire le plus dangereux, c'est Mélenchon. Pour 2 raisons. Pourquoi? Parce que M. Mélenchon a l'envergure d'un chef d'État. Absolument. C'est la première raison. Donc ses pairs à l'étranger vont le reconnaître rapidement. Et deuxièmement, quand vous parlez de ses pairs à l'étranger, vous parlez de qui? Je parle des autres chefs d'État. Par exemple je pense à quelqu'un comme Viktor Orban en Hongrie et je pense au Premier ministre polonais.
C'est pareil pour Marine Le Pen, excusez-moi, mais elle a déjà des relations extérieures assez avancées. Ce n'est pas l'extrême droite traditionnelle qui est isolée du paysage international. C'est-à-dire que le nationalisme en Europe est un courant qui est complètement en résurgence avec la question des nationalités. On le voit en Ukraine. Et c'est pour cela que même un rassemblement national a la possibilité d'être normalisé à l'international. Sans compter un fait culturel imminent. Est-ce que la France accepterait un jour d'avoir une présidente? C'est pas aussi évident que ça. La Ve République est très patriarcale. Et pardi. Mais la question se pose pertinemment, devrions-nous composer avec un président français populiste? Le populisme est partagé par tout le monde, c'est-à-dire nous ne savons pas si M. Mélenchon, une fois arrivé au pouvoir, va se comporter par rapport à son agenda exprimé pendant la campagne électorale, ou est-ce qu'il va devenir un homme d'État, tout simplement, qui va incarner un Macron, un président centriste qui parle d'intérêts français et qui parle dans un langage purement dans la raison de l'État. Oui. Ça a toujours été d'ailleurs, excusez-moi. Là, je vous montre des échauffourées qui ont éclaté à Rennes, en Bretagne, suite aux résultats justement des élections, justement. Alors, est-ce que la population conteste les résultats de ce premier tour? Justement, moi je voulais attirer l'attention sur ça, c'est la résurgence des courants dits radicaux. C'est-à-dire que, par exemple, les modérés traditionnels, PS ou alors la droite républicaine classique, sont des courants qui sont complètement dépassés. On a senti, pardon, Sofiane, on a senti dans les déclarations des hommes de Mélenchon sur les plateaux de télévision, notamment sur BFM TV et CNews, qui contextent un petit peu ces chiffres. C'est-à-dire qu'ils revendiquent la seconde place. Mais ce sera pareil aussi y compris l'extrême droite va contester les résultats des élections. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans la conjoncture. C'est la première fois qu'on voit justement une élection qui est contestée en France. Ça s'est passé aux États-Unis. Donc il y a forcément un effet domino aux États-Unis. Il y a eu une contestation électorale où le camp de Trump a contesté et a crié. Ils ont attaqué le Capitole. C'est ça. Et donc la démocratie libérale classique est remise en question en Occident. C'est une réalité. C'est pour ça qu'il y a une résurgence justement des courants radicaux et que le clivage ne se fait plus autour de gauche et de droite. C'est plutôt un clivage autour des ceux qui adhèrent aux valeurs de la mondialisation libérale et ceux qui sont opposés à ces valeurs-là qui ont été catastrophiques. Juste pour préciser que Rennes est un camp de gauche. Exactement, Rennes est un bastion de gauche. Et paradoxalement, la Bretagne, c'est aussi le bastion des Le Pen. Donc c'est un camp de gauche, mais c'est aussi le bastion des Le Pen. Il faut reconnaître aussi que le sujet de l'histoire, de l'identité, de la souveraineté, ce ne sont pas des sujets qui sont venus comme ça. Il y a une accumulation de ces sujets pendant des années et des décennies que l'homme politique français, en nom de politiquement correct, a tout le temps négligé. Et c'est pour ça que ces sujets arrivent surface et ils sont là, ils s'expliquent, ils s'expriment des fois d'une manière violente. Et c'est pour ça que Éric Zemmour et autres, et Le Pen, et même le président Macron, il s'est mis au populisme, à parler de l'histoire, et c'est nous qui avons payé le prix, rappelons-le. Justement, en parlant d'histoire, j'aimerais juste attirer l'attention sur quelque chose, après la parole bien sûr, de très important. Tu l'as monopolisé la parole. Pardon. La Ve République est née d'un coup d'État. Et elle est née d'un coup d'État colonial. Et donc, la nature de la Ve République, en elle-même, il ne faut pas oublier le facteur, par exemple, du poids de l'institution militaire en France. Et l'institution militaire s'est exprimée. Il y a un an, des généraux ont signé une tribune et ont appelé à la nécessité de se mobiliser contre Macron et contre ce qu'ils estiment être une dérive qui remet en question les assises de l'État français tel qu'ils le conçoivent, c'est-à-dire d'un État français suprémaciste. Et donc, la Ve République qui est remise en cause, y compris par Mélenchon ou Christian Taubira, une autre figure de la gauche, appelle au dépassement de la Ve République vers une 6e République qui passerait par une constituante. Et la Ve République qui est vieillissante risque l'effondrement, et elle risque un effondrement qui pourrait être un effondrement violent, parce qu'elle est née déjà d'un coup d'État militaire, et cette tradition est très implantée en France. Oui, Reda. Ma crainte quand même pour ce soir... Parce que le coup d'État a été fait par les généraux, pas par De Gaulle.
Ma crainte pour ce soir, quand même, c'est que la démocratie française puisse en prendre un coup. Tu es le plus serein dans ce plateau. Hein. Ils sont tous passionnés, sauf toi. Parce qu'il faut prendre ses distances. Le discours raisonnable pour ce soir n'est pas de mise, parce que la thèse du complot est forte, même dans la société française. Du complot de qui? Le complotisme, c'est-à-dire vous avez beaucoup de gens, par exemple, qui vont contester ce soir le fait que Emmanuel Macron ait eu 27% des voix. Oui. Vous n'y croyez pas à ces chiffres? Qui n'y croient pas. Pourquoi? Parce que les thèses complotistes, on le vend en poupe, notamment depuis la crise du Covid qui dure depuis maintenant ces 2 dernières années. Et donc, ça altère même la confiance dans le processus démocratique. Et c'est ça qui fait que les gens risquent encore de se radicaliser pour 3 fois rien. Et oui, il y a d'autres indices qui poussent à la théorie du complot, c'est-à-dire pendant toute la campagne électorale, on a vu comment Macron s'est maintenu en tête des sondages entre 24, 22, et ça pose beaucoup de questions. Voilà. On vient de me dire on vient de me dire dans la régie que les chiffres de Marine Le Pen sont en train d'augmenter et qui atteignent jusqu'à 27%. Donc la guerre des chiffres n'est pas finie. Hein. Justement, ce qui est surprenant, c'est que le candidat Macron était le président le plus impopulaire de l'histoire et qu'il se retrouve à la tête du premier tour. Parce que le premier quinquennat de Macron est un quinquennat catastrophique au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, au niveau de la perte d'influence. Qui dit ça que c'était catastrophique? C'est la gauche qui le disait. Même objectivement, objectivement, pardon, Kamal, des sites russes, des sites médiatiques russes disent que c'est Marine Le Pen qui a gagné à hauteur de 27% ce premier tour. Donc il y a une véritable et un chamboulement, qui peut dans, se faire, dans les chiffres du premier tour de l'élection présidentielle française. Oui, c'est ça. Mais revenons permettez-moi justement de parler des sondages, parce qu'il faut préciser que ces chiffres ne sont pas sortis des urnes. Hein. Alors, j'étais étonné de savoir que, par exemple, les résultats ont été annoncés sur des estimations. Chaque dépouillement est le dépouillement d'un institut de sondage. Vous avez Ipsos pour France Télévisions, IFOP pour TF1, ELAB pour BFM TV, Harris pour M6, Opinionway pour CNews, qui établissent au préalable une liste de plusieurs centaines de bureaux. C'est-à-dire que chez nous, au lieu d'avoir un représentant des candidats dans les bureaux de vote, vous avez un représentant des instituts de sondage dans les bureaux de vote. Et ces instituts, ils placent un enquêteur qui assiste au dépouillement et qui remonte les premiers résultats sur une plateforme et qui est recoupé pour donner les résultats finaux. Donc, il faut dire que les instituts de sondage sont derrière ces chiffres un petit peu plombés. On va pas. Quand on sait qui est le propriétaire des instituts de sondage, c'est le même propriétaire des médias. On a le droit de poser la question, mais on ne va pas jusqu'au bout, on ne va pas diaboliser ces institutions. Bien sûr, ils font leur travail. Après, la question se pose parce que, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure dans le débat du lobby médiatique qui est très important. Bien sûr. Justement, les médias lourds en France et en Occident la majorité en général, des instituts de sondage sont un petit peu des très lobbies proches des de affaires. Macron. C'est ça, donc de Macron. De l'ancien ministre de l'économie. C'est la réalité, objective. Pas tous quand même. Pas tous, la plupart. La plupart, voilà. Juste un petit commentaire sur le programme Macron. Moi, je vois que c'est la gauche qui contestait ce programme, les gilets jaunes. C'est parce que Macron, quelque part, il est centriste, mais il veut le changement. Il veut bousculer les habitudes des Français. Il appelle à une retraite. Il appelle à une retraite à 65 ans, hein, pour préciser. Et ça, c'est contesté 65 ans, oui. C'est parce que la loi travail aussi, elle a été très Le changement lui-même, c'est une très bonne chose. Mais ce que beaucoup de gens craignent en France, c'est le démantèlement de l'État français. C'est l'État-providence, son démantèlement, la non-protection des couches populaires, la non-protection notamment des étrangers qui sont de passage, la non-protection des classes moyennes, c'est-à-dire des plus faibles. Qu'il y ait un changement salutaire, beaucoup de gens sont d'accord, mais le quinquennat du président Macron a montré que les gens commencent de plus en plus à se méfier, puisque maintenant il préconise certaines idées qui sont même parfois farfelues, notamment en ce qui concerne les chômeurs. Les chômeurs vont être payés pour travailler. Dans ce cas-là, ce ne sont plus des chômeurs. Oui.
Ce ne sont plus des chômeurs. Les gens bénéficiaient du RSA aussi. Nous allons les payer, mais ils doivent travailler. Dans ce cas-là, offrez-leur un travail. Ce n'est plus le RSA. Donc, à travers ça, le Français moyen se dit, et notamment les Gilets jaunes, nous avons affaire à une oligarchie qui est là pour démanteler l'État Providence français tel qu'il a été institué en 1945 par le Conseil national de la résistance. Absolument. Oui. Donc c'est quelque chose qui touche profondément la population française, aussi bien dans son identité, dans son histoire. Les traditions françaises, tout court. Oui. Voilà, c'est ça. Substituer la tradition britannique à la tradition française. Pour revenir sur la contestation du mandat de Macron, elle ne s'arrête pas juste au milieu de gauche, c'est-à-dire que même à droite et à l'extrême droite, un retour de Macron au pouvoir est quasiment inconcevable, notamment, et j'insiste, pour les milieux d'ultra-droite qui sont un peu les héritiers du camp des FAF, du Front de l'Algérie française à l'époque, qui sont encore vigoureux, les poujadistes ou l'extrême droite vraiment traditionnelle, elles contestent, mais au plus haut point, un deuxième mandat de Macron qui serait catastrophique selon ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas juste à une analyse à gauche de Macron. Même à droite de Macron, on considère que c'est vraiment un danger pour les fondements de l'État. C'est que Macron peut épouser des thèses populistes un peu partout, bien exprimées par la droite française. Il est dedans. C'est pas quelqu'un qui va dans le populisme de Mélenchon. C'est ça justement qui mène vers le fascisme. Le fascisme, c'est tout simplement la collusion entre les intérêts de l'État, entre l'État et les intérêts privés. Et on voit déjà les effets avec Éric Zemmour. C'est l'émergence d'un courant néofasciste et qui fait que certains oligarques se disent pour préserver nos intérêts, nous allons nous assurer une collusion entre l'État et les intérêts privés. C'est comme ça qu'un homme comme Mussolini, qui était au début du XXe siècle un homme presque socialiste, presque à gauche, presque communiste même, quand il commence en 1902, se retrouve à la tête d'un parti. Alors, pour les derniers chiffres, Ipsos écarte carrément Mélenchon de la course. Donc, pour eux, Ipsos ne fait pas partie du duo du second tour. Ipsos annonce Macron vainqueur dans le second tour à 54% contre 46% pour Le Pen, alors que ELAP, qui est institut de sondage qui est proche de BFM TV, place 48% pour Macron et 52% pour Le Pen. Donc, on est dans vraiment, c'est de la politique fiction. Ah oui, mais c'est très dangereux, entre parenthèses. C'est très dangereux parce qu'il y a une situation d'ébullition sociale en France sans précédent. Et qu'il y a déjà eu, par exemple, il faut le dire... Est-ce qu'on peut imaginer Le Pen gagnante au second tour? Oui, moi je pense qu'on peut imaginer Le Pen gagnante et pas seulement par voie électorale. Le Pen, par exemple, ou les camps d'extrême droite peuvent appeler à une insurrection. Type barricade 1934, c'est dans les traditions, c'est dans les gènes de l'extrême droite, il faut se le rappeler. L'OAS ne fait pas de la politique avec des paroles, elle fait de la politique avec des bombes. Mais il faut reconnaître aussi que l'extrême droite ou la droite a évolué depuis ce temps-là. Et même on a vu ça dans le discours de Madame Le Pen qui pour contrecarrer, bien sûr, Éric Zemmour, s'est fait des réformes au sein de son discours. Mais elle a des alliés, concrètement, elle a une base, et cette base-là, notamment la base qui vient des milieux d'élite militaire en France, il y a eu déjà des écrits, par exemple la Tribune des Généraux, il y a eu la pétition qui a été signée, y compris par des militaires d'actifs, et ces écrits-là appellent à la nécessité d'une insurrection du camp national en France. Et il faut vraiment rappeler que c'est une tradition. On va écouter M. Rachid Saïd Garni. Vous êtes toujours avec nous, Rachid? Oui, je suis là, je suis. Actuellement, on est en train d'entendre pas mal de chamboulements dans les chiffres des sondages du premier tour. Est-ce que vous avez des indices ou un commentaire à faire sur ces derniers chiffres? En fait, c'est la première fois où on C'est la première fois depuis l'élection présidentielle française. Donc, c'est ce que je suis en train de voir. Et c'est la première fois qu'il y a des manifestations aussi. Tout à fait, aussi. C'est la première fois qu'on voit des gens sortir dans la rue pour contester ces résultats-là. Ces résultats-là, surtout que, donc je pense que le fait que Valérie Pécresse aussi n'a pas été dans cette course au deuxième tour, donc ça fait aussi grincer les dents du parti des Républicains aussi, parce que faut pas non plus oublier que Valérie Pécresse n'a pas eu le soutien de Nicolas Sarkozy jusqu'à présent. Donc ça aussi, il faut le signaler.
Donc, pour revenir aux instituts de sondage, oui, effectivement. Donc là, c'est la première fois qu'on voit des données différentes qui donnent d'un coup Emmanuel Macron gagnant, Marine Le Pen gagnante aussi. Donc là, ça peut aussi aider donc dans ce deuxième tour, dans le sens où tout à l'heure l'un de vos invités parlait du vote de réserve là, donc tous les abstentionnistes qui n'ont pas voté, peut-être qu'ils vont aussi se mobiliser pour faire barrage à Marine Le Pen au Rassemblement national, pour ne pas passer le cap de la première fois gouverner la France. Voilà, donc après. Je pense que là aujourd'hui, sincèrement, donc je pense que Emmanuel Macron aura toutes ses chances pour gagner cette élection. Monsieur Garnier, quel rôle ont justement ces instituts de sondage? On connaissait Ipsos et IFOP, qui sont des instituts de sondage traditionnels, qui donnent des chiffres, des audiences, un petit peu. Qui commente un petit peu l'élection présidentielle, mais cette fois, nous avons Elab, nous avons Harris, nous avons Opinionway. Donc, quel est le rôle? Qui finance ces instituts de sondage? Les financements, donc c'est les banques, c'est des institutions capitalistes, donc voilà, qui font partie des sociétés françaises, des fonds étrangers aussi qui financent ce genre d'institutions de sondage. Aujourd'hui, c'est vrai que donc depuis on va dire une quinzaine d'années, ça oriente, ces institutions de sondage commencent à orienter les élections. Aujourd'hui, on parle plus de vote de conviction, mais de vote de crainte. On vote par crainte. Donc là, cette élection, j'ai entendu autour de moi les gens se poser la question, pour qui on va voter? Est-ce qu'on va voter un vote utile qui rentre dans nos convictions? On va faire barrage dès le premier tour déjà à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour ou à Valérie Pécresse. Donc ça, c'est vraiment, donc ça commence à devenir une vraie question, ces instituts de sondage. Est-ce il faut aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que les institutions de sondage font la politique? Est-ce que c'est eux, ces institutions-là qui orientent la politique en France? Et ça, c'est une vraie question. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Saïd Garnier. Je rappelle que vous êtes journaliste à Euronews. Merci d'avoir participé à notre édition spéciale sur l'élection présidentielle française. Merci et bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Alors, messieurs, il reste que quelques minutes avant la fin de l'émission. Quelle est votre appréhension par rapport à ce qui va se passer, justement, entre les deux tours? Est-ce que cette élection, aujourd'hui, est jouée d'avance, sachant que, par exemple, à chaque fois qu'il y a un Le Pen, quand je dis un Le Pen, c'est-à-dire le père ou la fille, généralement, que ce soit les gens de gauche ou de droite, se frottent les mains parce qu'ils savent que l'élection est gagnée d'avance. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut s'attendre vraiment à ce qu'il y ait des mouvements surprises et des contre-mouvements importants, y compris que ça se joue éventuellement dans la rue, parce qu'il y a des appels à mobilisation déjà avant ces élections-là, et que les camps que je citais tout à l'heure, radicaux de gauche comme de droite, ne croient pas à l'instrument électoral. Oui, mais la gauche dont tu parles, c'est un peu l'extrême gauche. Donc, elle ne fait pas la majorité de la France. Mais il y avait au moins 3 candidats d'extrême gauche à ces élections-là. Et qui ont des chiffres, qui ont des chiffres, mais très même l'abstention est un chiffre élevé. Après, il y a aussi l'extrême droite qui existe et qui est très active. On les appelait les activistes à l'époque de la guerre d'indépendance. Et ces activistes-là existent toujours. Et on peut aller, à mon avis, vers des scénarios où il y aurait des confrontations dans la société française et une contestation des élections. Reda ? Les chiffres de ce soir, quand même, sont assez volatiles parce que par rapport aux autres élections présidentielles, que ce soit en 2017, 2012 ou 2007, c'était des élections où on avait des scores plus ou moins rangs. Donc, 2-3 heures plus tard, ça y est, on savait qui est volatile. Et là, c'est très volatile. Et en plus de ça, c'est dans un contexte où les gens ont de moins en moins confiance. Donc, la question de la transparence se pose carrément.
La question de par rapport à 2017, très rapidement, on a su qui a gagné ou qui serait au premier ou au second tour, ce qui n'est pas le cas ce soir. Non pas parce que les scores sont très très serrés entre les candidats, mais parce qu'il y a une très grande volatilité et en plus de ça, des chiffres qui sont complètement différents d'un institut de sondage à un autre. Ça, c'est inquiétant quand même. Oui. Kamal, brièvement. Oui. Le constat, c'est que la vie politique française est en train de changer. Les clivages classiques, c'est terminé. La gauche s'est évaporisée. Nous devrions se préparer à combiner, à composer avec n'importe quel président français qui viendra faire des relations avec l'Algérie. C'est-à-dire, nous ne posons jamais cette question. On doit se préparer à travailler avec la droite. La droite, même si elle est extrémiste. Une fois au pouvoir, on ne peut pas faire rupture des relations algéro-françaises si on a Madame Le Pen au pouvoir. C'est-à-dire, on doit se préparer et dans notre arrière-pensée, on doit se dire que la France est en train de changer. C'est-à-dire, il faut plus travailler dans les mêmes clivages, avec les mêmes personnalités aussi. Voilà. Voilà. Merci, Kamal. Monsieur Maougal, un dernier mot? Je pense que... Ou un aperçu de ce qui va se passer? D'abord, cette expérience de cette dernière consultation électorale donne une image d'un pays qui vit. Il y a une vie politique. Elle est turbulente, mais il y a une vie politique. Et dans cette vie politique, il y a aussi un effet de politisation. Ce qui signifie qu'il faut de la politisation. Et la politisation, elle est apparue dans les couches sociales, notamment dans les couches des jeunes, qui ont pris une part importante dans l'électorat. Et ça, c'est le côté positif. D'un autre côté, il n'y aura pas eu d'ukrainisation de la France. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on atteigne ce point d'ukrainisation. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison. 1. La France a la responsabilité de l'Europe jusqu'à la fin du mandat de Macron. Deuxièmement, la France est membre de l'OTAN, ce qui n'était pas le cas avant. Et troisième élément, le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est la prise de conscience dans la société française, parmi les jeunes essentiellement, de ce rapport au grand maître des jeux, qui est les États-Unis d'Amérique. Or, depuis une vingtaine d'années, il y a une sorte d'américanophilie. Donc il y a un modèle qui s'inscrit dans la France et qui influence beaucoup le comportement et la culture. Avec tout ça, il faudrait tenir compte de tous ces éléments pour essayer de tirer une leçon de cette élection. Merci, M. Maougal, pour votre participation. Merci, Kamal Alouani. Merci, Reda. Sofiane, voilà, cette émission est à présent terminée, qui était consacrée exclusivement pour les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France. Nous donnerons rendez-vous la semaine prochaine avec encore des informations pour poursuivre un petit peu les derniers résultats de cette élection présidentielle que, je rappelle, le second tour aura lieu le 24 avril prochain. Merci, restez branchés sur Al24 News. Bonne soirée.